Bon, welcome back. Il y a 3 ans, les pirates étaient venus envahir les Kubernetes Community Days. Alexandre, avec David, était venu parler de CNPG et de Postgres. L'année d'après, 2024, c'est Alexandre et moi qui nous étions collés. Les pirates avaient été venus parler de Postgres aussi à la KubeCon. L'année dernière, on n'a pas trouvé de conférence qui voulait de nous, donc on a fait des live streams dans notre coin. Et on ne s'arrêtera que lorsqu'il y aura un cluster Postgres dans chaque foyer de ce pays, sur chaque cluster. Voilà. Alors, blague à part, c'est vrai que l'année dernière, j'ai fait pas mal de présentations sur CNPG, Postgres, etc. Et à chaque fois, j'expliquais, il y a des gens, ils font tourner des dizaines de milliers de clusters, mais je ne pouvais pas donner trop de détails parce que ce n'était pas encore complètement public, ce n'était pas encore fini, etc. Et bien les voilà, les pirates reviennent, j'espère pas pour la dernière fois, pour nous parler d'un projet riche en Postgres, riche en CNPG. Voilà, je vais me faire le supplice de la planche avant que ce soit les pirates qui me mettent dehors. À vous, Alexandre et Quentin. Merci Jérôme. Merci. Ça va, Quentin? Ouais, ça va. Niveau de stress? Là, je vois que la salle est bien pleine. Je commence à être bien stressé. C'est un peu tendu. Allez, on y va. Allez, on attaque. On va se faire une demi-heure de talk et on espère que vous aurez plein de questions. Sinon, on a quelques détails supplémentaires à partager. Quentin, est-ce que tu peux nous parler de toi? Bien sûr. Donc, je suis Head of Infrastructure chez Celle-ci. On est une petite équipe de 4 DevOps SRE. Celle-ci, c'est une solution qui permet à nos clients d'organiser le cycle de vente, puis on fait aussi de la facturation électronique. On est très orienté à destination des TPE et PME. Bon, alors je me rends compte que le cadrage caméra entre nous deux, ça va pas être simple pour... Ah si, c'est bon, putain, ils sont balèzes en régie. C'est un jour spécial aujourd'hui. Oui. C'est le retour des pirates, mais c'est aussi... Il y a une invitée surprise. Ouais. Et en fait, la c'est ma fille fille de Quentin. Qui a 9 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire, donc on va vous demander de participer. Pour voir si vous êtes réveillé, la digestion, tout ça. Attendez. Alors, on appelle. Je vais vous demander de faire un bon anniversaire, mais vraiment à fond. Je vous filme. C'est parti, allez-y, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire! Ouais. Yes, merci. Nickel. Alors, regardez, il est tout chaud maintenant, le Quentin, là. Allez, t'es prêt? Alors, c'est parti. Donc on va commencer avec notre contexte pour vous donner un petit peu des billes pour comprendre ce qu'on a fait. Donc c'est une migration qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans. C'est une cloud migration globale. Aujourd'hui, on va parler que de la base de données, de PostgreSQL. Donc celle-ci, c'est une app qui a 15 ans. Donc il y a un petit peu de legacy. On est fin 2023, début 2024. La situation se dégrade sur notre infra on-prem. Donc les systèmes, les versions, ça vieillit. On a des VM pour la partie applicative sur PHP. On a du bare metal pour les clusters, le cluster MariaDB. On sait qu'on doit migrer tout ça. On sait qu'on veut du cloud native, des conteneurs pour les applications PHP et du bare metal pour la base de données. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, quoi. Donc il faut savoir quand même, on a déjà raté une migration, principalement à cause de la base de données. Bouger un MariaDB qui fait 1 Tera, 400 tables, 6000 requêtes par seconde à chaud, c'est difficile, il faut beaucoup se préparer. Donc on a fait des dizaines de séances de brainstorming, on a envisagé vraiment tout ce qu'on pouvait envisager, partitionner la DB, passer sur un autre moteur, MySQL, Percona. On a fait un POC pour streamer la base Maria avec du Kafka vers du PostgreSQL. Tout ça, ça ne nous donnait pas vraiment satisfaction. On savait que Postgres, c'était la techno qui nous donnait envie. On avait des perfs sur les tests, sur les query load tests, le query planner ultra efficace, il y a plein d'avantages à PostgreSQL. Et il y avait un vrai désir, ça faisait des années que les devs qui poussaient pour avoir du Postgre chez nous. Donc de toute façon, on avait un investissement massif à faire, quel que soit le scénario. Spoiler, on a choisi Postgre. On va vous raconter cette transformation. C'est pas un talk technique sur comment on bouge les data MariaDB, Postgre, ça va être un peu global. Mais il y a un peu de technique quand même. Bien sûr. Cool. On a un petit retour micro aiguille qui chatouille les oreilles. Je crois que j'ai plus le son, si c'est bon. Et donc on va vous raconter le nouvel hébergeur, le nouvel infogéreur, la migration de la code base, les archis software hardware et le plan de migration. Alors, pour attaquer, on a normalement un petit schéma qui vous présente l'architecture de destination avec quelques partis pris. Premier parti pris, on est en triple AZ, donc en triple Availability Zone chez Scaleway, un choix que vous avez fait stratégiquement chez vous.
On est parti également sur du bare metal. Alors, on va y revenir, hein, pourquoi du bare metal, mais principalement pour de la densité et puis des aspects économiques. Du réseau 25 gigabits, puisqu'on fait du Ceph hyperconvergé, donc il nous faut du réseau. Je ne passe pas forcément sur les technos sur ce slide-là, parce qu'on a plein de trucs pétillants après, donc j'essaye d'évacuer ce slide. On part aussi du parti pris qu'on va utiliser les NVMe locaux, plutôt que d'avoir chez un cloud provider du stockage qui est à disposition, mais avec des performances qui ne sont pas forcément garanties ou de premier ordre. On a préféré faire du NVMe. Et là, petit indice sur un slide qui va arriver plus tard, on va parler de ZFS, qui est un file system et qui nous permet, là en l'occurrence, de chiffrer au repos la donnée. Alors, c'est bien tout ça, ça tourne avec des briques techno qu'on liste là et sur lesquelles on ne reviendra pas particulièrement. Donc on est sur de la virtualisation Proxmox, c'est souverain, c'est autrichien. Ouais. Il y a eu un talk ce matin, je crois, de Jérôme, enfin, il a un petit peu parlé de cet aspect-là. Yes. Ensuite, on est sur une distribution Kubernetes Talos. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la distribution Kubernetes Talos dans la salle? On l'a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui, ça doit commencer Ouais, à... allez. Là, je dirais quand même un petit 10%. Ouais. Donc c'est une distribution orientée sécurité avec de l'OS immuable. Et puis voilà, triple DC, tout ça, on va rentrer dans le détail. Un petit mot quand même, mais merde, je suis déguisé en pirate, il y a déjà des photos de moi, comment se fait-il? Alors Jérôme a vendu la mèche. Je rappelle que dans ce talk KCD 2023, on a parlé surtout de l'ensemble des opérateurs de base de données qui existaient, d'accord, avec un retour d'expérience de la part d'Enix, puisqu'on infogère ça. Mais là, en particulier aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur CNPG, que je vais te laisser présenter, donc orienté PostgreSQL. Et j'en profite aussi pour te remettre, puisque tu viens dans l'équipe. Non, mais moi je veux pas déguiser. Si, tiens, tu prends ça, hop, et tu prends ça aussi. Ah, Voilà. c'est parti. Allez. Bon, s'il y a des gens qui quittent la salle, un coup de sabre, on est d'accord? Ouais, d'accord, j'en ai aussi, pas de problème. C'est parti. Alors, CNPG. Yes. L'archi CNPG, donc 50 000 bases à passer d'un hébergeur à l'autre. Dès les premières discussions qu'on a eues avec Enix, il a été question de découper la monobase de celle-ci. Donc, on a 50 000 clients, une base par client. On a découpé ça avec CNPG, donc on a fait 50 clusters, avec 1000 clients par cluster, 1000 connexions max. T'es piégé parce que j'ai changé l'ordre du slide, c'est pour ça. Tout va bien. Donc c'est du provisionnement via Cube, et pour nous, ça a été vraiment ça le déclencheur, que les bases de données, ça allait devenir une commodité. Quand je dis les bases, c'est les clusters de bases de données, on allait pouvoir les provisionner automatiquement. Et alors qu'avant de vous rencontrer, moi, la base de données dans Cube, c'était limite un anti-pattern, quoi. Ouais. Donc on a regardé votre talk sur KCD, on s'est laissé convaincre par des pirates, je ne sais pas si c'est une bonne idée. On verra à la fin. Et on a quand même vu qu'il y avait une évidence, c'est que CNPG, ça a une énorme maturité pour des gens qui font de l'infra, comme beaucoup d'entre vous ici. Voilà, de la répli automatisée, du failover, des backups, du PITR, tout ça en quelques coups de YAML. On est très proche d'une base de données managée chez un grand cloud provider. Il n'y a évidemment pas tout, mais ça quand même, ça challenge. Et donc, on est parti là-dessus, sur cette archi. PITR, tout le monde ne connaît peut-être pas. Le Point in Time Recovery, c'est ce qui permet aux admin 6, DevOps, SRE de dormir sur leurs deux oreilles. On peut remonter la base il y a 4 minutes, 5 minutes, on ne perd jamais les backups. Donc ça, c'est une sécurité fantastique. Alors, tu vas nous parler un petit peu du processus de migration. Ce projet, comment il s'est structuré, comment tu as géré tout ça? Alors, après vous avoir rencontré, on a fait l'archi, on s'est décidé, on s'est donné 12 mois en fait, pour bouger l'infra. Donc les 6 premiers mois, ça a été de la préparation. Donc c'est pas toute l'équipe de celle-ci full-time qui fait ça, hein. C'est une partie dans un premier temps. On fait le sharding, donc le code, il faut qu'il soit compatible multi-base de données. Il y a plein d'endroits qu'il faut modifier dans le code. C'est mes collègues archi qui sont là, qui s'en sont chargés. Ensuite, il faut centraliser, en fait, il faut faire une base de données centrale pour les users et la répartition des bases, parce qu'il faut savoir quel client est sur quel cluster. Donc tout ça, ça prend un trimestre. Ensuite, on a un deuxième trimestre de travail sur la compatibilité des requêtes, MariaDB to PostgreSQL sans IA, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc tous les dev back sur le pont pendant un trimestre, on ouvre chaque requête, on refacto toutes les queries, une par une, et on envoie ça en prod au fur et à mesure. Sauf que, quand je dis on envoie en prod, c'est on a les deux systèmes en même temps. Alors c'est les deux lignes qu'on voit là, le legacy et le new, et donc les équipes
de ton côté, gère 2 plateformes en parallèle. 2 plateformes et des incidents. L'ancienne plateforme, je disais qu'elle était un peu en fin de vie, et là elle commençait vraiment à vouloir nous quitter avec des lags de repli. Donc c'était un MariaDB Primary Replica. Et donc, toutes les interventions devenaient pénibles, les tables impossibles à modifier parce qu'on était avec des millions d'enregistrements qui faisaient des centaines de gigas. Les mises en prod, c'était hyper périlleux, il fallait faire ça le dimanche, fermer tout, surveiller, extrêmement contraignant. On a même eu des downtime sur le master qui est parti sans failover auto, il fallait tout réparer. L'espace disque qui se remplissait, vraiment tous les symptômes de la base de données à bout. Je t'arrête un instant, on peut peut-être demander dans la communauté, est-ce que vous gérez du legacy qui a plus de 5 ans? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui gèrent ça? Des copains. Ouais, c'est des copains ça, ils savent comment ça se passe. Bon, alors ce projet, 12 mois au global. Ouais, donc voilà, plein d'incidents au mois de juillet. On voulait vraiment tacler tout ça avec la migration, on voulait laisser ça derrière nous. Donc on a mis 3 mois à pas tout bouger entre la première et la dernière base. On va y revenir, on va vous en parler. Mais entre-temps, il s'est passé des trucs. Ouais, alors c'est là où je rentre, ça devient le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? De toute façon, le talk, c'est fait pour être le bordel. En fait, les petites bombinettes que vous avez vues sur la ligne violette, c'est qu'on a eu des surprises avant de migrer les premières DB et puis même au travers des premières DB qui ont été migrées. Je rappelle qu'on parle de 50 000 bases de données, entre guillemets, ce qui se trimballe sur 50 clusters avec des réplicas. Premier élément qu'on a eu, sabotage dans la cale, c'est les sondes de supervision des bases de données qui prenaient 6 secondes. C'est une heatmap Grafana que vous voyez. Problématique. Deuxième problème qu'on remarque, alors vous avez pardon, je frotte mon micro, c'est pas très agréable. Vous avez la flèche rouge, la grosse là, qui vous montre qu'on passe de 10 CPU à 20 CPU sur ce graphe-là, et là, alors qu'on n'a pas encore amené de données réelles sur les Postgres. Donc on se dit, il y a vraiment un souci et un loup à lever. Donc là, les flèches vertes, c'est pour vous dire qu'on a réussi à résoudre le problème, et le slide s'arrête là, ou presque. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Si ma zapette veut bien, oui. Alors, ma zapette veut bien. Donc, je reprends trop de CPU, lenteur des sondes, et même pire que ça, on a empoisonné le cache. On va y revenir sur le cache file system. On a empoisonné le cache, donc on se retrouve à avoir 3 kg IOPS, donc 3000 écritures par seconde sur un disque pour, encore une fois, aucune donnée sur la plateforme. Alors, évidemment, c'est là où je sors mon ustensile. Ah oui, il faut regarder de près, la chef. Regarde derrière dans la boutique. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Le coupable, c'est quoi? Alors, dans PostgreSQL, vous avez une fonction qui vous permet d'obtenir la taille de la base de données. Pour obtenir la taille en octets sur le file system de la base de données, il faut faire un stat sur chaque fichier qu'il y a dans Varlib PostgreSQL. Petit problème. On met 1000 bases de données dans un seul cluster. Donc déjà, on multiplie ce problème par 1000. Mais, et c'est là où ça devient un peu plus marrant, d'une part, CNPG utilise cette fonctionnalité pour avoir la taille d'une base de données. Donc lui, il contribue à faire trop de requêtes comme ça et à saloper notre plateforme, si je puis dire. Mais en plus, notre supervision refait le même genre de requêtes pour vérifier la taille des DB et donc amplifie. On s'est retrouvé avec une problématique déraisonnable, et donc on n'a pas voulu migrer les premières DB avant de corriger ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, c'est la chance de travailler avec des logiciels open source, c'est qu'on reste souverain dans notre... Il ne faut pas que j'utilise trop le mot souverain, mais on est souverain dans notre gestion de crise, quoi. Alors, une petite explication des détails de ce qu'on a eu à faire pour corriger la situation. La première chose que vous voyez, c'est un petit diff avec un select, là. En gros, on est allé à la grosse rache. Et Romain, il rigole là, dans la salle. Donc à la grosse rache, on est allé dans le code du manager CNPG, puis on lui a mis en dur, tiens, la base de données, elle fait 666 pétas, laisse tomber, pose pas la question. C'est ce que vous voyez là. On a également désactivé toutes les sondes de supervision qui allaient voir la taille de la base de données. Ça nous a permis de régler le problème immédiatement. Merci l'open source. Et ensuite, encore merci l'open source, on remonte le problème, je crois que c'était sur Slack, avec l'équipe CNPG qu'on connaît un petit peu depuis qu'on fait des talks et qu'on utilise CNPG. Et donc on leur a remonté le problème, et ils ont permis de désactiver ce genre de monitoring qui n'avait pas lieu d'être sur des clusters aussi larges. Ah, il y a quelqu'un à la sécu qui nous dit qu'il faut qu'on dégage. Là c'est pour toi, donc en termes
Ancienne infra, nouvelle infra, est-ce que Yes. tu peux nous expliquer d'un point de vue technique la migration? Donc côté infra, comme je l'ai dit, on a passé 3 mois à tout bouger, donc il a fallu interconnecter les deux hébergeurs avec un tunnel WireGuard entre les deux. Moi j'étais assez inquiet au début, je me disais bon la latence entre deux bases de données, entre deux hébergeurs, ça va marcher? Oui. On avait du VPN pour la confidentialité, on avait une latence acceptable jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus on avançait dans la migration et plus on envoyait de données. Donc là, migration réelle des clients et des bases de données sur la nouvelle plateforme. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai mon micro qui me chatouille, mais ça va aller. Donc, ça passait plus au niveau de la latence. Plus on mettait de données, plus ça ralentissait. Et donc là, je voulais illustrer une nouvelle fois tout l'avantage d'être sur CNPG et sur Cube, puisqu'on a été capable de router différemment nos bases, de passer sur du réseau public, donc des load balancers publics, filtrés par IP évidemment, mais CNPG arrive avec PostgreSQL, le TLS, du load balancing en auto-provisioning avec Cube, donc pas de souci pour la scalabilité là-dessus, on a pu avancer. Je crois que le prochain, c'est toi aussi. Yes. Donc côté application, comment ça s'est passé? Pardon. Donc côté application, comment ça s'est passé? On avait un process automatisé pour les 50 000 bases. Donc c'était progressif, on n'a pas tout fait d'un coup, on a tout étalé en 3 mois. Donc la Common Database dont j'ai parlé, qui répertorie les bases de données, les clients, les users, elle alimentait en fait le script qui nous permettait de dire ok, tel client, il va sur telle base, on exporte, on copie avec pgloader qui nous a bien aidé à passer les données, à transformer de MariaDB à PostgreSQL, une petite coupure de service automatique, 5-10 minutes par base pour tous nos clients, avec un petit message sur leur espace celle-ci. Voilà, les bases, elles faisaient, pour 90% d'entre elles, moins de 20 mégas. Voilà, donc ça allait quand même assez vite. On a quelques grosses bases sur lesquelles on s'est focalisé, mais la plupart des bases ont pu être transférées pendant ces 3 mois. Mais quelques petites difficultés à l'horizon, capitaine. Alors oui, on a essayé d'anticiper les problèmes. Malheureusement, on s'en est pris dans la tête, si j'ose dire. Alors, avant de rentrer sur ce graphe, j'ai un petit souvenir de la KCI 2023 où je remerciais chaudement Smaïn, organisateur, membre du board de l'organisation Cloud Native Days, qui, une fois de plus, est au sol, voix pétée, enrhumée, t'as tout fait là. Donc je voudrais, s'il vous plaît, vous demander un petit applaudissement pour les organisateurs, et notamment Smaïl. Très vaillant. Et bon, Jérôme, je pourrais le faire toutes les 10 minutes. Merci, un grand merci. En plus, il nous a mis la musique. Il nous a fait répéter. Pierre Descaries, merci. il nous a accompagnés là-dessus. Donc, un grand merci, Jérôme. Alors, revenons un petit peu de technique. Ça, c'est un graphe qui vous montre que le cache était empoisonné et qu'on a résolu le souci. Vous retrouvez à peu près les 3000 IOPS sur le cluster. Il se trouve qu'on n'utilise pas du cache kernel habituel, le cache des file systems que vous trouvez sur Linux. Étant donné qu'on utilise le file system ZFS, ça se passe de façon un petit peu particulière. Et j'aimerais partager des détails avec vous. Qui connaît ZFS? Oh, il y a du monde. Ouais, tu mets 10%. Donc ZFS, on va dire que c'est un énième file system. Et puis, je vais essayer de vous le vendre. Voilà. Vous allez voir si vous aimez ou pas. Donc ZFS Arc, c'est le système de cache de ZFS, Adaptive Replacement Cache, et donc il remplace le système de cache du noyau par défaut. Alors premier truc où je vais essayer de vous convaincre, vous allez me dire si vous êtes OK ou pas OK. Donc ZFS, ouais, c'est quoi un des selling points? Il y a la compression et puis ça permet de diviser par 3 ou 4 la taille des bases de données. Ça vous parle, ça, diviser la taille de la base de données par 3 ou 4? Oui, non? Pas des masses? Putain, vous êtes difficile, hein? Vous êtes difficile. On va continuer. Là, ça va être plus à charge. Il faut savoir que j'imagine que vous utilisez tous des budgets de ressources avec vos pods dans Kubernetes. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des budgets de ressources dans la salle, s'il vous plaît? Non? Des budgets en RAM, en CPU? Ouais, pas tant que ça. Hein. Bon, petite particularité du ZFS Arc, c'est que le cache n'est pas dans le pod, pour faire simple.
n'est pas dans la limite de budget de ressources que vous avez donné. Si vous donnez 10 gigas à PostgreSQL dans un pod, il faut savoir que si vous utilisez ZFS, le cache sera en dehors de ce budget de ressources. Il sera au niveau du nœud Kubernetes complet. Et ça a une importance, vous allez voir. Alors, je vais commencer par le petit schéma. La case en rouge à gauche, c'est vous montrer que c'est un nœud de 64 Go. La ligne en rouge en dessous, c'est des informations qui sont à propos du ZFS Arc. Là, c'est du HTOP, c'est supporté par défaut. Vous remarquez que le Arc à gauche fait 31,4 Go. Donc, Quentin, même toi, tu es capable de me dire... Non, je déconne. Ça représente la moitié de la RAM. J'allais te demander le ratio. Donc, en gros, le ratio par défaut du ZFS Arc, c'est la moitié de la RAM du nœud, quand même, qui est allouée potentiellement pour le cache de ZFS. Ça paraît un peu ballsy, quand même, comme choix. Alors, il faut savoir que vous pouvez le régler avec le ZFS Arc Max. Donc, vous pouvez réduire cette valeur pour que ça ne prenne pas potentiellement la totalité. Mais il y a une deuxième particularité qui nous intéresse dans le cadre de notre projet, c'est qu'on fait tourner PostgreSQL, on fait aussi tourner des applications, et que PostgreSQL, comme les applications, ont besoin de RAM. Donc, elles vont se battre avec ce cache ZFS. Évidemment, ZFS s'éteint ou s'efface quand il y a besoin de RAM sur le système, mais il met un peu de temps, il est asynchrone. Donc il est utile, et là je vous redonne un deuxième point, c'est le ZFS Arc 6 Free, il est utile de lire, laisse un peu plus de place encore au système pour qu'il puisse allouer à Postgre et au reste. Alors le gain de tout ça, ouais. Il y en a encore une petite animation là, je crois. Oui, il y en a encore une petite, mais les bénéfices du ZFS Arc, premier point, donc ça prend 4 fois moins de place sur le disque. Ça veut donc dire que ça prend 4 fois moins de place en cache également. Donc vous avez un cache qui est 4 fois plus petit. Ensuite, ça veut dire que vous lisez finalement 4 fois plus vite la donnée sur les disques. Si c'est compressé sur le disque et vous sortez 1 gigabit, en base de données en lecture brute, vous allez avoir 4 gigabits en vitesse. Et enfin, l'ensemble des caches sont mutualisés entre tous les PostgreSQL. Ça nous intéresse parce que dans notre cas, on était sur des nœuds 64 Go et on faisait tourner 6 réplicas de PostgreSQL. Donc finalement, en mutualisant le disque, en compressant la donnée, etc., vous imaginez que la capacité du nœud de 64 Go de RAM, on l'a multiplié par énormément finalement pour faire tourner du PostgreSQL. Et ça, comme on est des pirates, c'est cool. Gratuit. Eh oui. Ben oui, réfléchissez un instant. Si vous achetez une base de données managée chez un cloud provider, alors j'ai des partenaires qui vont me taper, mais c'est pas grave. Si vous achetez des bases de données chez un cloud provider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire toutes ces optimes et puis il va vous vendre le résultat. Donc si vous voulez une DB qui fait 4 gigabits, il va peut-être utiliser ça ou une autre technique, peu importe. Vous payez pour ce résultat. Mais là, notre stratégie, j'en reviens au premier slide où on parlait de bare metal, et on a oublié de dire que dans votre stratégie, quand même, il y avait une volonté de réduire les coûts, de les maîtriser. Bien sûr. On va en parler. Eh bien, on achète du bare metal et une solution. Certes, il faut des gens pour opérer tout ça, mais on récupère derrière de la performance objectivement gratuite. Voilà, c'était pour essayer de vous vendre ZFS. Est-ce que j'ai réussi? Ouais, c'est un oui de gens qui allaient se barrer du bateau à coups de pied dans les fesses, quoi. On va changer de sujet, on va parler un peu de management et de gestion de projet, chose que vous adorez tous ici, je suis sûr. Voilà, ce qui a fait le succès de ce projet, c'est que chez celle-ci, tout le monde a été impliqué. La première chose, c'était vraiment de convaincre le COMEX. Le soutien de la hiérarchie, c'est décisif dans ce genre de projet. Et notre CTO fraîchement arrivé, il a embarqué le reste de la direction. Il les a vraiment convaincus. À partir de là, ça a déroulé. C'était un projet identifié comme la cloud migration chez celle-ci. Et donc tout le monde, le tech, le produit, le care, les commerciaux, le marketing, ils étaient au courant de ce qui se passait sur la cloud migration et c'était identifié comme un projet d'entreprise majeur. Si tu me permets un commentaire, oui. Chez Enix, donc on infogère des plateformes comme ceci, on travaille avec pas mal de clients sur des migrations. Et j'ai rarement vu une équipe aussi engagée. Je pense que mes collègues en sont témoins, une équipe aussi engagée à arriver au bout de cette migration, à faire face aux difficultés, etc. Je pense que vous êtes techniquement à l'aise d'une part, mais aussi cet engagement de la direction autour a probablement aidé. Là, je suis comme tous mes collègues, mes confrères ici qui ont beaucoup de legacy, on a envie d'en sortir et on a envie de l'adresser. Ouais. Donc voilà, ce projet... attends, si tu peux me laisser encore... voilà, merci. Et donc, ce projet de Cloud Migration, il y a eu beaucoup de communication autour, mais moi, je voulais revenir sur le fait que c'était un projet d'entreprise pour soutenir la croissance de l'entreprise. C'était pas un truc de l'équipe infra, les barbus dans leur coin qui veulent tout changer sur Kubernetes. Non, non, c'était vraiment
de la création de valeur pour l'entreprise. Et donc, on avait un suivi sur le Wellness tous les mois, les pilotages avec les équipes non techniques toutes les semaines pour les aider, parce qu'eux, ils sont en frontal avec les clients, hein, le support technique, le produit, on ne les a pas laissés tomber, on les a accompagnés dans les moments où il fallait prévenir et anticiper. L'équipe technique, pardon, on a été très vigilants sur évidemment les rituels habituels, le daily one-to-one. Mais il y a eu des moments difficiles, hein, donc moi je vous conseille à tous ceux qui passent par cette phase de transformation d'être très vigilants envers vos collaborateurs, vérifier qu'ils vont bien, qu'ils ne sont pas en train de faire un burn-out. On a bossé comme des fous le soir plein de fois, on a vraiment récupéré et à titre personnel avec mon manager c'était toutes les semaines, est-ce que tu vas bien, est-ce que c'est ok, est-ce qu'on continue, voilà. Donc ce projet c'est vraiment avant tout de la gestion de risque. On a fait des migrations progressives, j'en ai parlé, et comme vous aimez tous Kubernetes ici, vous faites des choses reproductibles, et donc nous, nos procédures de migration, elles étaient reproductibles et annulables avec des procédures de rollback à chaque fois. C'est-à-dire que chaque client, sur tes 50 000 bases de données, tu les avançais ou tu reculais en migration? Ouais, c'est pour ceux où ça plantait, ça s'arrêtait, et puis on migrait pas, on regardait ce qui se passait, et le lendemain, on corrigeait. Parlons du trésor, capitaine. Merci. Alors, donne-nous des chiffres ou pas. Donc tout ça, c'est un investissement hein, pour l'entreprise. Il faut une double infra, il faut des frais de migration, des frais de setup. On partait de loin. Donc allez convaincre vos directions, vos managers que ça vaut le coup. C'est un investissement en année 1. En année 2, on profite. On remplit avec la croissance les clients. L'infra, elle ne bouge pas. Et en année 3, là, c'est aujourd'hui, c'est 2026, on est capable de faire du remplacement des bare metal avec des meilleurs perfs pour le même prix. La croissance des coûts de hosting, elle est faible, elle est plus faible que la croissance de celle-ci. On a une vraie prévisibilité des coûts. Merci Scaleway là-dessus, merci le bare metal. Et donc l'objectif business, c'est de participer à la rentabilité de l'entreprise globale, quoi. Bon, mais donc, là, tu lâches pas beaucoup de chiffres quand même. Ouais, je sais, je ne peux pas vous en donner trop, mais on en a quand même un petit peu là. Voilà, donc ça c'est une comparaison conservatrice. Raisonnable. Ça veut dire quoi, conservatrice? Ça veut dire que j'ai pris les fourchettes basses. Ouais, okay. Les fourchettes basses chez les providers de cloud. Donc vous savez ce que ça coûte, 8 CPU, 16 à 32 Go de RAM. Voilà. Je vous laisse lire les chiffres, ça parle d'eux-mêmes. Et ça, c'est sans les frais additionnels de bande passante et d'IO. Tout ce que les cloud providers adorent vous facturer, ben là, nous, on n'en a pas. Je pense que c'est un point notable. Donc, avec les Américains que tu affiches ici, on apprécie pour leur stabilité quand même, 500 € par mois pour ce que tu demandes. C'est peut-être, quand tu dis conservateur, c'est timide quoi, comme prix. Là, ça peut être beaucoup plus cher que ça dans les faits. Bien sûr, avec toutes les options, ça va loin. Hein. Ouais. Ensuite, les Européens bien mieux placés, mais le choix de celle-ci quand même, d'aller chercher la rentabilité parce que vous avez beaucoup de bases de données et de descendre encore ce coût. Mais les économies, c'est quoi alors pour l'équipe à l'année ? C'est ce que j'ai écrit, donc ça fait 120 000 € par an au minimum. C'est vraiment, là c'est pour l'anecdote, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir la prévisibilité des coûts et pas de frais cachés. D'accord. Voilà. Oui, on sait que... Qui a déjà eu la surprise d'une facture avec pas prévue d'un cloud provider, quel qu'il soit ? Ah, il y a quelques mains qui se lèvent. On n'est pas à 10%, on est à 5%. Ok, donc un choix, une stratégie qui s'est avérée a priori payante. Est-ce que tu peux nous dire in fine ce qu'il en est ? Donc le bilan de tout ça, alors j'ai pas de stats spectaculaires, je suis désolé, j'espère que vous me croirez sur parole, mais en fait ça fait déjà 2 ans, les chiffres je les ai pas gardés, je pense qu'on était un peu trop pressés de tout oublier, tout bazarder. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les lacs de repli, maintenant, on utilise uniquement les instances primary de PostgreSQL. On n'en a plus. Ça scale horizontalement. Donc, je l'ai redit, Kubernetes, CNPG, ça rend les bases de données en mode commodité. Les incidents, ça serait faux de vous dire qu'il n'y en a plus. Il y en a, mais ils sont plus courts, ils sont maîtrisés. Ça change tout pour nous. CNPG, le failover automatique, là encore, ça nous aide énormément. Les backups, on a une sécurité des données qui est juste fantastique à présent. On peut faire nos montées de version, on a des systèmes à jour. Par exemple, là, je vous ai montré dans la slide qu'on était en PG16, on a fait l'upgrade PG17.
On va peut-être pouvoir revenir dessus. Ouais, on va avoir le temps pour en parler un petit peu. Mais voilà, on a pu opérer ça en mode nominal. Et les performances, les monitoring, avant, quand on avait un client qui créait des effets de bord avec, je sais pas, des imports massifs de données, on avait vraiment du mal à trouver avec la monobase qui c'était, ça prenait du temps. Dorénavant, un client, une base de données, bon ben voilà, on voit la base qui déconne, on la bloque s'il y a besoin. Et puis, voilà, je vous l'ai dit avant, pour modifier des tables, ça prenait un week-end et des interventions lourdes. Bon, maintenant, aujourd'hui, on met à jour nos 50 000 bases en 5 minutes sur la plus grosse table avec des scripts automatisés qui nous permettent de faire ça. Donc, on en est très content. Ça fait un peu plus de 12 mois qu'on est sur cette infra. Ça ronronne. Pas mal, non? C'est français. Alors, on n'oublie pas quand même un petit peu de remerciements. Oui. D'ailleurs, c'est bizarre, tu es avec une coupe de champagne. Ouais, ça c'est le dernier jour de la migration. Je suis avec mes deux compères, Brice et Yolissa, qui sont les architectes. Et c'est eux qui ont poussé pour passer sur PostgreSQL pendant des années. Donc je les remercie chaudement ici. Ça a été un plaisir de bosser avec vous. Et côté NX, Romain, tu nous as convaincus en quelques minutes de la couper notre base et puis d'avancer. Donc voilà, merci beaucoup à tous. J'en profite pour ajouter Antoine et Aurélien qui se sont occupés plus particulièrement de celle-ci en général et qui nous ont accompagnés là-dessus. Et Tiffaine qui nous a choyés pendant tout le meeting. Merci Tiffaine. Tiffaine vous attend tout à l'heure avec Baptiste pour distribuer des t-shirts. Est-ce que ce sont des pirates ou pas? Surprise, peut-être pas. Mais si vous voulez des t-shirts en sortant du talk, c'est possible. Alors, on a été particulièrement trop rapide. Efficace. Il faut savoir qu'on a répété plusieurs fois, on était trop long, après trop rapide, etc. Donc on a deux options là. Soit on parle un petit peu en détail d'un sujet supplémentaire, c'est la mise à jour de Postgre de V16 à V17. Soit on prend vos questions, soit on mélange tout. Est-ce que vous voulez des questions maintenant? Et puis on enchaîne s'il y a... Calme plat, personne ne répond, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, des questions. Allez, allons-y, c'est parti. Va. On t'entend pas. Ici, tac, voilà. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à la maintenance. Si j'ai bien compris, vous avez une base de données répliquée 3 fois et vous avez un stockage local en NVMe. Et au moment de la maintenance, quand vous allez drainer les nœuds, comme le pod ne va pas pouvoir se lancer parce qu'il est lié au stockage local, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une perturbation cliente? Je peux répondre. Il y a un petit failover, parce qu'en fait, c'est 2 réplicas, un primary. Un primary. Attention, hein. Ouais. Je te regarde. Donc le primary, il va passer, donc c'est une copie par AZ. Hein. Donc le primary il est sur un AZ, les réplications sur les 2 autres. Donc on passe tout simplement, on change d'AZ, ça coupe environ même pas quelques secondes. Quoi. Ouais, je vais préciser un petit peu. Donc tu as un primary sur un nœud avec un stockage local. Tu as des secondaries sur d'autres nœuds dans d'autres AZ sur du stockage local également. Au moment où tu veux détruire ton primary, c'est ce que tu expliquais, eh bien, ce qui va se passer si tu veux drainer le nœud, il va y avoir un ordre de cordon sur le nœud Kubernetes. CNPG fait « Oh là là là, attends, on a cordonne le 2, ça veut dire qu'on dégage ». Donc CNPG fait le switch over. Il va basculer le primaire sur un des réplicas qui est sur un autre nœud. À ce moment-là, ce nœud devient juste secondary. D'accord. Et le secondary, tu peux l'éclater, t'en fais ce que t'en veux, puisque donc le temps de passage quand tu dégages un nœud qui disparaisse ou que tu l'éclates, c'est quelques secondes de switch-over du primary. C'est CNPG qui prend le relais de cube là-dessus. Et est-ce que vous avez essayé d'utiliser du stockage externe? Alors oui, c'est un très bon point. Donc déjà, première chose, sur ce cluster-là, il y a du Ceph, j'en ai parlé tout à l'heure. Ceph, ça permet de faire du stockage hyper convergé. Donc on avait la possibilité d'avoir du stockage hautement disponible qui est rattachable sur n'importe quel nœud dans n'importe quel DC. Malheureusement, Ceph, c'est quand même pas au niveau de performance du NVMe en direct. Donc compte tenu des enjeux, on a préféré du disque local NVMe. Et puis je te le précisais tout à l'heure, tu fais appel à un cloud provider, il y a du stockage du bloc device à disposition pour l'attacher à tes nœuds si tu le souhaites. C'est rarement dédié à toi. Tes perfs te sont rarement dédiées et elles sont rarement du niveau du NVMe. Donc c'est ce qui fait qu'on a préféré, pour ces multiples raisons, on a préféré avoir du NVMe local. Petit ajout encore pour ajouter une petite cerise,
on chiffre la donnée nous-mêmes, ce qui fait que le cloud provider n'a aucune visibilité sur la donnée. Merci pour ces premières questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Juste là. Merci pour le talk. Vous utilisez donc Proxmox et ZFS. Est-ce que vous êtes passé en Proxmox 9 ou pas encore? Oui. Parce que nous, on a eu des problèmes sur Proxmox 9 avec le ZFS. C'est-à-dire que depuis une version de ZFS, ça interprète les hauts directs écriture. Donc nous, on a eu des gros problèmes. Là, on a discuté avec la communauté et c'était un peu la galère. Est-ce que vous avez trouvé moyen de juste le contourner comme nous en désactivant l'option, ou est-ce qu'il y a des vrais patchs qui existent? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Déjà, il y a deux réponses. La première, c'est qu'on fait du ZFS dans les nœuds cubes, à l'intérieur de la VM et pas au niveau du cluster. En fait, on en fait aussi au niveau du cluster. Mais là, le ZFS dont je t'ai parlé, c'est au niveau du worker cube, qui donc, lui, a la possibilité de chiffrer, qui a du cache mutualisé avec les 6 PostgreSQL dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, le Proxmox 9, c'est pas très compliqué. Premièrement, en haut, le gros balèze de Proxmox chez nous, c'est Laurent et puis Seb. Ils sont au bar si tu as envie d'aller leur poser des questions. Et on ne migre jamais sur un Proxmox version majeure 0.0. Chez Enix, on ne fait jamais du 0.0, c'est toujours au moins 0.1 pour éviter ce genre de surprise. Je n'ai pas, moi, la réponse à ta question. Est-ce qu'on a eu du mal sur ZFS avec la 9.0? Ça a été testé, mais je ne peux pas te répondre. Donc je t'invite à voir un des collègues. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'est que là, on est très bas niveau dans la discussion. Pour faire du CNPG, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Ça marche très bien sur du cloud managé, n'importe quel cube managé, ça vous permet de l'opérer de manière beaucoup plus simple que tous les cas d'usage qu'on vous a montrés qui sont propres à nos use cases et à notre volumétrie. Nous, on a déployé plein d'autres petits clusters CNPG au quotidien. Voilà, ça nous simplifie énormément la vie sans avoir de lourdes problématiques techniques de ce type. C'est vrai qu'on a sorti un peu les watts par rapport aux enjeux expliqués. 50 000 dB avec de l'APR fait au total plus d'1 Tera de data. On est parti sur monter une plateforme autour de bare metal et il y a plusieurs nœuds. Plusieurs dizaines de nœuds, je ne sais pas quel chiffre on a le droit de dire, mais bon bref, la plateforme ne se limite pas à 1 ou 2 nœuds aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est pour ça qu'on a refait de la virtualisation et on a infogéré du cluster cube. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, en fait j'ai 2 questions. Je ne sais pas où tu es. Là, pardon. Ok, merci. Ouais, je suis tout petit, c'est normal. Vous avez parlé du cache ZFS qui bénéficiait à plusieurs dB, mais dans la mesure où les read replicas n'étaient pas sur le même nœud que le primaire, quel est l'intérêt? Comment il marche ce cache? C'est une bonne question. Alors le ZFS ARC, c'est quelque chose de très technique. Donc je n'ai pas tous les détails personnellement. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du MFU et du MRU. Donc tu as les derniers fichiers utilisés qui sont en cache, mais tu as aussi les fichiers les plus souvent utilisés le plus souvent. Quand tu lances 1000 bases de données, il y a beaucoup de boilerplate. Il y a beaucoup de fichiers qui sont similaires. J'imagine que dans les bases de données, celles-ci aussi, il y a des données qui sont souvent les mêmes à l'intérieur de la base de données. Et on sait tous que de la base de données textuelle, enfin du texte, ça se compresse très très bien. C'est ce qui explique ces ratios de 3-4. Donc en fait, c'est un même volume ZFS pour toutes les bases sur le nœud? Non. C'est juste des fichiers. C'est bien un volume ZFS dédié par base de données, mais au niveau du worker node qui fait tourner tout ça sur un seul Z-pool, donc tu as plusieurs file systems sur un seul pool, là, il y a le ARC qui se fait au niveau du Z-pool finalement. D'accord. Donc tu as tes 6 bases de données qui ont une seule couche de cache mutualisée. Deuxième question, je suis désolé, je suis arrivé en retard si c'est déjà répondu. Est-ce que, vu que vous bénéficiez du ZFS et tout ça, est-ce que vous en avez profité pour faire des features un peu de DR asynchrone avec du snapshot restore, ou vous êtes posé ce genre de questions ou pas? Alors, oui, sur le snapshotting, c'est-à-dire que dans Cube, vous savez, il y a le support natif, pas tout à fait natif dans Cube des snapshots, et oui, tu as la possibilité de faire des snapshots ZFS au travers de l'API Cube. Alors, pour rappel, on utilise le driver, pour faire du ZFS sur Cube, on utilise OpenEBS Local ZFS PV, je crois, quelque chose comme ça. Et dedans, tu as ces fonctionnalités et tu peux faire du snapshotting. Voilà. Après, est-ce qu'on a fait de l'exfiltration de données d'un nœud à un autre pour le récupérer? Non, parce qu'on utilise les primitives de CNPG pour faire les backups et les restores. Donc il n'y avait pas d'utilité pour nous de faire de la sauvegarde à bas niveau, même si on l'a fait.
On le fait plutôt au niveau de CNPG, qui nous permet d'avoir du point-in-time recovery et une vraie donnée consistante. Sur des buckets S3. Pardon ? Sur des buckets S3. Sur des buckets S3. D'autres questions ? Il nous reste un peu de temps pour parler. Jérôme, il faudra que tu repasses un peu devant. Je sens qu'il y a des gens. Il y a des gens devant aussi. Poser une question. Merci pour la présentation. Au niveau de PostgreSQL, des réplicas et des masters, est-ce que vous utilisez les réplicas pour des requêtes de lecture ou c'est juste pour de la haute dispo ? Non, tout est sur le primary parce que avant c'est ce qu'on faisait sur MariaDB, mais parce qu'on était contraint de le faire. Mais aujourd'hui, on n'a absolument plus besoin de le faire. On n'a que des petites bases finalement, et donc tout tient sur les primary. Oui, et puis tu n'as pas de log croisé, finalement, comme c'est sur des bases de données séparées. Là, ça sert que pour le failover, les autres réplicas. Merci. Failover, rappelez-vous, on copie la donnée sur 3 data centers. Donc l'intérêt d'avoir 2 réplicas, c'est pas juste pour de la performance, c'est aussi pour s'assurer que la donnée se retrouve bien à 3 endroits différents. Merci. Oui, bonjour. Déjà, grand merci pour votre talk. Une question, un truc qu'on dit pas mal par rapport aux opérateurs CNPG, plutôt dans les contextes où c'est pas forcément le cœur de métier, c'est un super outil pour tes DBA, mais c'est pas un substitut au fait d'avoir des DBA. C'est pas parce que tu automatises que d'un seul coup tu n'as plus besoin d'avoir une expertise. Mais du coup, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que vous, en utilisant une solution comme ça, vous avez senti un impact sur votre gestion, on va dire day-to-day, administration pour les DBA, d'utiliser une solution comme CNPG par rapport à... Est-ce que ça va vraiment changer votre vie, que ce soit sur Cube, outre les questions purement infra? Alors, je vais répondre sur la partie... Je peux aider un peu. Tu l'as dit à la fin, des actions qui étaient menées de modification du schéma devaient être organisées, prenaient tout le week-end avec la mobilisation des équipes. Ouais. Et aujourd'hui, des modifs de schéma. Oui, tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Tu le fais en combien de temps? En quelques minutes, en fait. Quelques minutes pendant la journée. Ouais. Voilà. Donc déjà, grosse différence. Ça c'est lié à l'archi en fait, qu'on a choisi, une base par client. C'est beaucoup plus facile d'appliquer des mises à jour de manière horizontale, comme ça, une par une, tac, plutôt que d'en faire une énorme qui va tout bloquer d'un coup. Mais sur la commodité d'avoir des DBA ou pas, Enix nous aide beaucoup en fait, là-dessus sur la partie PostgreSQL, parce que en fait, la production, c'est un gros truc, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de bases, il y a des contraintes très fortes. Mais moi, je leur dis sur mon équipe infra, au quotidien, CNPG, on adore, quoi. Tu vois, c'est hyper simple de bouger d'un nœud à l'autre, de cordon on cordon sur des cloud providers classiques. Là, on a les contraintes maximum qu'on a exposées. Sur des plus petites bases, bon, il n'y a aucun problème. Il faut juste bien lire la doc plusieurs fois et après, c'est parti. Un petit ajout là-dessus. Donc nous aussi, on adore chez Enix CNPG. Par contre, je peux vous dire que quand il y a 50 000 bases de données avec des enjeux de perf, etc., en général, on transpire un peu. Donc CNPG nous aide énormément là-dessus et nous permet d'industrialiser la gestion de masse et de détecter les problèmes au bon moment et d'avoir une réparabilité franchement facilitée. Les point-in-time recovery, le switch-over facilité, ce genre de choses, c'est des primitives en fait. Finalement, on a virtualisé un peu la base de données et puis on a des fonctionnalités qui ne sont plus les fonctionnalités de Postgres exactement, qui sont plutôt les fonctionnalités de CNPG qui nous permettent de manipuler tout ça, de superviser, vérifier que les backups ont bien eu lieu et tout ça. Tout ceci, c'est génial, ça aide l'administrateur système et réseau de base de données. Par contre, pour répondre à ta question du DBA, je dirais que ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un DBA qui te dise si ton schéma il est bien fait, si tes index ils sont bien branlés, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qui continue d'exister totalement, même dans le cadre des opérateurs de base de données. Allez en parler à Brice et Olissa, ils sauront vous répondre en détail. Alors, une question qui est plus relative à CNPG et l'infra sous-jacente. Normalement, c'est sujet à avoir du hotspotting, c'est-à-dire tu as une base de données qui va prendre plus de load sur le cluster que les autres. Et comment vous vous protégez du SLA global? Et est-ce que vous avez constaté en fait que vous dégradiez les perfs globales des copains sur le cluster? On ne fait pas trop d'overcommit de CPU, tout simplement. Ouais. Et donc chacun a sa place. Et puis vous avez quand même la flexibilité niveau app de bouger un client au besoin d'un cluster à un autre. Il y a du débordement sur certains hyperviseurs qui est permis. Donc ça, c'est plus lié à Cube et à l'administration du cluster au quotidien plutôt que aux bases en elles-mêmes. Ouais, donc CNPG lui-même
ne cherche pas à répondre à cette question de protection du workload entre les différents PG. Oui et non. C'est-à-dire que dans l'archi qu'on a sélectionné, il y a 50 clusters. CNPG n'est pas au courant que les 50 sont liés, si tu veux. Donc ce n'est pas lui qui fait la bascule. Et là, il faut que tout le monde comprenne bien, celle-ci a fait un travail énorme de modification de son application pour pouvoir dépasser un client d'un cluster à un autre, ou de router le client sur le bon cluster. Ça, c'est un travail préalable qui montre votre engagement et qui fait que c'est une réussite aujourd'hui, mais qui n'est pas souvent fait, je peux vous le dire. Si vous prenez du legacy monolithique, si vous l'envoyez juste dans Cube en espérant que ça se passe bien, ça va être compliqué. Pour répondre à ta question sur est-ce que CNPG gère un petit peu la distribution de charge, j'ai envie de dire pas par DB. Par contre, s'il voit que le primary est en difficulté, il va faire le switchover et tu vas avoir ton pod qui va se calmer de son côté et puis à toi de gérer la suite, quoi. Et une dernière pour la route. Allez, une dernière pour la route. C'est la combinaison de Cube et de CNPG qui rend vraiment les choses super intéressantes. Une dernière question sur les sauvegardes. Vous avez parlé des sauvegardes PITR. Donc ça, c'est pour les sauvegardes des instances. Et est-ce que vous avez mis en place une politique de sauvegarde au niveau des bases de données? Donc c'est plus des sauvegardes logiques dont je parle. Alors, c'est totalement des sauvegardes logiques qui sont faites aujourd'hui via CNPG. Par contre, tu parles peut-être à l'intérieur d'un cluster, il y en a 1000, et savoir si on sauvegarde l'une des 1000. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ton point. Ok. CNPG vous permet de déployer des clusters Postgres, donc primaire et réplica. Et dans chaque primaire, on peut avoir une ou plusieurs bases de données logiques. Et les sauvegardes de CNPG, c'est des sauvegardes physiques avec des walls, etc., LPITR. Mais il n'y a pas la partie logique PGDOM qui est gérée. Est-ce que ça, vous le faites ailleurs ou c'est pas utile pour vous? Alors, c'est un très bon point. Donc, dans notre archi, je rappelle qu'on a 1000 bases de données dans un seul cluster, fois 50 clusters. Ces 1000 bases de données, d'un point de vue CNPG, c'est un ensemble atomique, tu ne peux pas le saucissonner. Donc, quand tu vas faire, par exemple, une restauration, tu ramènes les 1000 DB. Et c'est là où ça se joue un peu, c'est grâce au perf. Je te laisse. En fait, on a créé une app qui nous permet de restaurer les clusters très facilement. C'est mon collègue Antoine qui l'a fait, qui est là. Et donc tous les jours, on va tester une partie, on va restaurer une partie des clusters pour voir si la restauration fonctionne bien. Ça nous fait un test quotidien sur la restauration des bases de données. Et puis quand il y a besoin d'aller tirer une base, un client qui a fait une connerie ou quoi que ce soit, on peut aller juste tirer le cluster. En quelques minutes, ça se rallume. Et puis voilà. Étant donné la performance de ce qu'on a en place, on restaure les 1000 DB et on extracte celles qu'on souhaite. C'est la façon dont on le fait. On vous remercie chaleureusement pour ce talk avec Quentin. Merci Merci beaucoup.